Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à ce petit spécial avec la présence d'Alexandre Galarno. Salut Alexandre, tu vas bien? Salut Carole, oui, ça va bien. Moi, je te dérange comme ça de bon matin pour aller chercher un peu d'explication, un peu de précision, parce que tout le monde, ou peu de monde le savent, mais le 5 décembre prochain, c'est la procédure de l'article 76. Puis il y en a beaucoup qui me demandent qu'est-ce que ça mange en hiver, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu es rendu. Fait que j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de plus agréable que d'en parler avec vous pour répondre à certaines questions, ceux qui sont curieux, qu'avec mon ami Alexandre Galarno. Effectivement, l'article 76, on en entend parler souvent, hein, Alex? Oui, ouais, pas mal, là. Ceux qui s'en vont en cours, il y en a quelques-uns qui le savent, ou tu l'entends parler, des fois, les juges le nomment, les avocats. Ah, ça ressemble à un recours 76, ça, où vous allez déposer un recours 76, ou Que par ça contre, mange en hiver, un article 76. c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour ceux qui ne savent pas, euh, tu sais, pendant la pandémie, il y en a beaucoup qui ont entendu, qui disaient là, que les lois étaient illégales ou que fallait que ça ne serait pas appliqué à cause de tout ça. Puis, si jamais tu as un ticket, puis comme moi, je m'en vais contester euh, devant le tribunal, puis j'ai le goût de faire valoir des arguments de la charte, ben, tu n'as pas le choix d'y aller en recours 76. Puis le recours 76, c'est en fonction du Code de procédure civile. Euh, En fait, c'est tout simplement l'article 76 du Code de procédure civile qui explique qu'est-ce qui doit être fait dans ces circonstances. Donc, Excellent. si on lit l'article, dans une affaire civile, administrative, pénale ou criminelle, la personne qui entend mettre en question le caractère opérant, l'applicabilité constitutionnelle ou la validité d'une disposition d'une loi du Québec ou du Canada, de tout règlement pris sous leur autorité, d'un décret gouvernemental ou d'un arrêté ministériel ou toute autre règle de droit, doit en aviser le procureur général du Québec. Bon, c'est très clair jusque-là. On y comprend que le constat d'infraction qui est le mien, moi je parle toujours parce qu'on n'est pas avocat, on ne donne pas de conseils, mais ça nous est arrivé dans nos vies personnelles, puis pour pouvoir jouir de notre pleine et entière défense, on s'est aperçu que les codes sont là, sont à la portée, on peut les trouver sur Internet et tout simplement aller faire la lecture. L'article 76, parce que moi, je présentais de mon constat d'infraction que j'essayais de contester parce que je jugeais que j'étais non coupable et pour des raisons qui étaient clairement celles qui sont évoquées dans l'article 76 Les constitutionnel. caractères opérants, en fait, de la loi, l'applicabilité constitutionnelle, la validité d'une disposition de loi. Donc, si tu te demandes si le décret du gouvernement est applicable et constitutionnel, puis selon toi, ça ne l'est pas, lorsque tu as déposé, tu as dû faire appel, ben, puisque tu devais faire appel justement là, d'une disposition de la loi, ils t'ont demandé, j'imagine, d'en aviser le procureur général tel que est demandé à l'article 76. Exactement. Donc, quelques jours plus tard, quelques mois plus tard, on s'attelle, on rédige les procédures et le recours est pour voie en contrôle judiciaire qui porte atteinte à mes droits et libertés et valant pour l'article 76 et 77. 76, on l'a vu ensemble, on comprend pourquoi. Et 77, mais maintenant, c'est simplement pour, une fois que tu as été avertir le procureur général, ben c'est ça. L'avis au procureur général est Comment fait. faire l'avis, c'est ça. Donc, l'avis au procureur général doit, pour être valablement donné, exposer de manière précise les prétentions de la personne que la personne entend faire valoir et les moyens qui les justifient et doit signifier au procureur général par huissier aussitôt que possible dans l'instance.
Mm. Là, tu as les délais, donc moins de 30 jours ou à moins de 30 jours de l'instruction. C'est là que c'était super important. C'est là on a tendance à paniquer. Nos procédures doivent être remises, doivent être corrigées, doivent être écrites et présentées même dans un certain ordre. Donc, ça l'embarque le stress. À quoi ça ressemble une procédure? L'article 76, ici, on fait les survols. Bien sûr on remet en place les points qui sont importants. La législation, ça, c'est beaucoup de lecture. Il faut connaître les décrets, il faut savoir de quoi on parle. Donc, c'est une connaissance étendue du code de procédure, de la charte. Moi aussi, j'ai mis une importance primordiale à connaître la loi sur la santé publique. Hein. On peut la lire et la comprendre et voir article après article qu'il y a effectivement des points de cette loi que moi, à mon sens, je trouvais que ça portait atteinte à mes droits et libertés. Je parle ici de la loi sur la santé publique. Cette loi sur la santé publique 2001 n'avait jamais été appliquée au Québec. Donc, il y a beaucoup de premières au niveau judiciaire, législatif, politique. Ça l'a soulevé énormément parce que ces lois étaient toujours de plus en plus liberticides. C'est sûrement ce que tu as vécu, hein, parce que tu en as énormément de procédures. Donc, tu connais très bien celle-ci qu'on travaille ensemble, mais il y en a plein d'autres des procédures. Oui, ben en fait, il y a plusieurs moyens plusieurs façons de comprendre ou d'interpréter les lois. Comme on n'est pas avocat, on ne fera pas l'exercice, mais euh, d'un, euh, pour déposer un recours, il faut que tu aies des prétentions. Donc, nous, on prétend, ou en fait, dans le recours, de ce qu'on a lu de ce que tu as mis à l'écran, la prétention que tu as, c'est que ça respectait pas, les règles ne respectaient pas le minimum constitutionnel La tête exigé, minimum. c'est ça, exigé par l'arrêt Haute. Ben oui, là, c'est là qu'on entre dans des mots qui, moi, ça a vraiment sonné une cloche quand je suis tombée sur l'arrêt Oak, quand j'ai lu ça, quand j'ai compris qu'ils ont mis une espèce de, je dirais, une barrière, une protection pour les citoyens, pour que justement, ça n'arrive pas. Ils ont mis 4 questions qu'il faut se poser. Quand on fait des nouvelles lois, là, les gouvernements, les députés qui la présentent, qui la proposent, c'est du long travail, c'est des équipes et ils se doivent de respecter certaines exigences comme l'arrêt Oak. Fait Si que je peux me permettre, oui, justement, donner un petit peu d'explication là-dessus. Euh, à la base, il y a les lois, puis ensuite, quand on parle d'interprétation de la loi, ben, c'est là qu'on tombe dans la jurisprudence. Donc, la jurisprudence, c'est tout simplement une décision qui est arrivée dans les différentes cours. Donc, là, il y a la Cour du Québec, la Cour supérieure, la Cour d'appel. Ça, c'est au Québec. Puis ensuite, on tombe à la Cour suprême lorsqu'on dépasse ça. Euh, Quand on parle d'une jurisprudence, donc c'est une décision qui a été prise dans une de ces cours-là, la cour la plus haute va primer sur les cours plus basses, bien sûr. c'est ce qu'on Euh, appelle une jurisprudence. donc, on regarde le jugement. Donc, qu'est-ce qui est arrivé dans le jugement avec Oak? Donc, lorsque vous regardez sur Google, si vous cherchez l'arrêt Oak, donc vous allez trouver ce document qui est Sa Majesté contre David Edwin Oak. Donc, vous lisez, en fait, la partie de droite est en français, la partie de gauche est en anglais. Puis là, il y a tout le jugement, qu'est-ce qui s'est passé, il y a un résumé de la cour. Puis ça va expliquer comment les juges présents à cette cour-là ont décidé ont compris la loi comme elle était faite puis comment elle devait être appliquée. Donc,
on se fie à ce qu'on lit puis de ce qu'on en comprend pour aller de l'avant, dans le fond, avec ces procédures-là. Absolument. Donc, ça donne un petit peu le topo de ce que représente une procédure. Hein. On ne s'est pas improvisé avocat comme ça. On n'a pas. C'est juste que c'est On est écrit. allé lire, c'est ça. C'est ça. Il faut aller lire, il faut mettre le temps, je le sais. La réoc, super intéressant. Moi, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par le comprendre. J'ai commencé par en faire un sens. Là, j'étais comme, je lisais les 4 fameuses questions. Oui, comme je disais, effectivement, ces 4 questions de l'arrêt Hawke, c'est quelque chose qui, moi, a été une des premières pistes que j'ai tenté de suivre parce que si cette loi ne répond pas aux 4 questions, si seulement une des questions n'est pas répondue, je me disais, ouais. Alors, je suis allée voir l'arrêt Hawke. Oui, parce qu'en fait, c'est pas toi qui le dis, c'est des avocats qui le disent que c'est comme ça qu'il faut Oui, c'est suite à mes regarder. lectures. Mhm. Donc, l'article 1er, la Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Premièrement, il faut le savoir. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocrate. Comprenez-vous comment ces mots m'ont résonné? Démocratique, mais oui. Justification. Elle doit être justifiée. Jamais qu'on ne m'a justifié que le port du masque protégeait. Ça m'a fait, voyons, je me suis posé des questions et ça doit être démontré. C'est méga important dans le cadre d'une société libre et démocrate. Je l'aime bien cet arrêt, c'est pour ça. Je te laisse continuer, Alexandre, pour la deuxième partie. Oui, donc la plupart des constitutions modernes reconnaissent que les droits ne sont pas absolus et peuvent être restreints. Cela est nécessaire pour atteindre un objectif important et si la restriction apportée est proportionnée ou bien adaptée. Qu'est-ce Par qu'on voit exemple, juste en dessous, Alex, les petites lettres, là? Ça n'en est pas une, ça, une jurisprudence? oui, oui, en Ah. fait, ça, c'est les jurisprudences, là. Donc, chaque fois que quelqu'un explique ou tire en fait, un extrait, donc cet extrait-là est tiré de cette jurisprudence-là, procureur général du Canada contre GTI McDonald Corporation. Puis là, Donc, ben, si quand vous tu es en écrivez procédure ça, comme nous, excuse-moi, quand tu es en procédure comme nous, ben, tu vas chercher ce lien-là, tu vas chercher la jurisprudence, puis tu en prends connaissance. Donc oui, c'est effectivement ici, dans cet espace, qu'on retrouve l'exemple d'une jurisprudence. Pour ceux qui veulent s'y intéresser, vous prenez l'information, vous l'apportez dans votre barre de navigateur ou sur un outil comme Canly, qui est un outil disponible qui nous donne accès à ces jugements si importants. Donc, ainsi, l'article 1er permet d'établir un équilibre entre les besoins de la société et les droits de l'individu. Il revient cependant à l'État, par prépondérance, des probabilités de justifier cette atteinte. Et ça vient de l'arrêt Hawke. oui, c'est ça qui est important. Cette phrase-là est importante parce que justement, c'est ça qu'on s'attendait à ce que le gouvernement démontre et que selon nos prétentions, n'a pas réussi à démontrer. Je te laisse aller avec le volet 1, Alex. Oui, donc qu'est-ce qu'on entend par la règle de droit? Ça doit être express ou implicite dans une loi ou un règlement. Donc, tantôt, quand on parlait de l'article 76, c'est exactement ça. Je veux dire, c'est un article de loi, donc c'est une règle de loi. Règle de droit, excusez. Donc, faut respecter ce qu'il y a là-dedans.
Ensuite, énoncé dans une politique gouvernementale aux conditions suivantes. Une politique gouvernementale, donc on est encore dedans avec la loi sur la santé publique et les mesures d'urgence. L'organisme gouvernemental est autorisé à formuler la politique. La politique renferme des règles contraignantes d'application générale et de nature législative. Mhm. La politique est suffisamment précise pour permettre aux citoyens de se comporter en conséquence. La politique est suffisamment accessible pour que les membres du public soient informés des règles auxquelles ils sont assujettis. Ça, Donc, c'est les quatre points qui regroupent dans une règle de droit, là. C'est c'est les ce que 4 veut dire, points. ouais, c'est ça, c'est ce que veut dire la règle de droit. Je ne ferai pas d'exemple de ce qui n'est pas une règle de droit parce que je n'ai pas le droit de l'interpréter, mais c'est comme ça que ces avocats-là représentaient le volet 1 là, sur qu'est-ce que la règle de droit. C'est très important de répéter effectivement que puisqu'on n'est pas avocat, on n'interprète pas, on ne fait que lire avec vous en espérant pouvoir éclaircir certains de nos procédures, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi qu'on le fait, pourquoi c'est si important. On est rendu dans le volet 2. L'objectif de la loi est-elle réelle en urgence et urgent? Donc, on parle que l'arrêt Oak doit répondre à 4 questions. Première question, la loi sur la santé publique répond-elle l'objectif de la loi est-il réel et urgent? Point d'interrogation. Autrement dit, l'objectif doit être suffisamment important pour justifier que l'on restreigne un droit protégé par la charte. Il doit être important pour justifier qu'on ait touché, restreindre un droit qui est protégé par la charte. Ça, pour moi, ça fait énormément de sens. Je le comprends complètement. Je l'ai vécu, je l'ai subi, je l'ai dénoncé. Il y a vraiment quelque chose dans cette loi qui est venu restreindre mon droit. Donc, c'est pour ça que j'ai entamé les procédures. En fait, ça nous a tous impactés. Donc, c'est sûr que pour pouvoir être appliqué, l'objectif doit avoir une grande importance et être conforme aux principes qui constituent l'essence d'une société libre et démocratique. Donc là, c'est à se demander, est-ce que ça correspond à ces principes? Ça correspond à l'objectif de la mesure attentatoire ou de l'omission spécifique. Le point 3, qui est important aussi, là, être spécifique et non pas général. Les objectifs trop abstraits ou idéalistes sont suspects. Toutefois, il peut être utile d'énoncer un objectif général suprême en plus d'avoir des sous-objectifs précis. L'objectif doit être réel ou véritable. Je l'avais pas sorti, L'objectif étant de la déçu. mesure attentatoire au moment où celle-ci a été adoptée. Est-ce que les mesures attentatoires ont été faites pour respecter l'objectif primaire, donc de protéger la population? Exactement. Donc, on n'a même pas besoin d'en dire plus long. Vous êtes capable de répondre par vous-même à vos questions. Le troisième volet de cet arrêt Oak, existe-t-il un degré suffisant de proportionnalité entre l'objectif et le moyen utilisé pour l'atteindre? Le troisième volet de cette analyse comporte 3 éléments. Le lien rationnel. Hein? La peur, là, ça fait faire toutes sortes d'affaires, hein? Disait Arruda. Plein d'affaires qui n'avaient pas de crise de bon sens, pour reprendre ses paroles. Donc, le lien rationnel, il y avait beaucoup d'irrationalité. La restriction doit avoir un lien rationnel avec l'objectif. Tu veux protéger ta population, mais tu fais porter un masque à des enfants qui est jugé dangereux. Explique-moi ça.
Hein? C'est le genre de truc de conflit irrationnel qui la restriction d'un avoir en lien rationnel avec l'objectif. C'est ça qu'ils doivent, n'oubliez pas, démontrer et justifier. C'est là que moi, ça fait tout que ça marche pas, là, ce que tu avances puis ce que tu dis. C'est pour ça que, évidemment, dans mon article 76, je soulève les points de l'arrêt Oak. Tu sais, quand on parlait des codes de couleur avec Arruda, ouais. Elles ne doivent être ni arbitraires, ni inéquitables, ni fondées sur les considérations irrationnelles. Donc, quand on entendait que telle ville ou telle municipalité passait au orange parce qu'ils n'ont pas assez bien écouté, je pense que c'était pas très... c'est arbitraire, surtout qu'il n'y avait pas de niveau précis. OK, ben, faut pas dépasser tant de cas. Mais on sait que les cas aussi, on pouvait jouer avec selon combien de tests qu'on avait. Puis juste le fait que tu allais dans un restaurant, puis tu te levais, fallait que tu portes le masque, tu t'assoyais, fallait plus que tu le portes. C'était complètement irrationnel, je comprenais pas le lien. Les enfants aussi qui, eux, étaient à l'école assis, devaient porter le masque alors que leur enseignante debout, elle n'avait pas de besoin, elle. Imagine-toi dans la tête des enfants comment c'était. Mais oui, au resto, c'est le contraire, à l'école, c'est autre chose. Ouf! Donc, on comprend les choses, on comprend aussi qu'on doit faire quelque chose. Donc, cette question de rationalité avec l'objectif, elle est amplement à débattre. Et aussi le fait qu'il n'y ait pas eu de débat, ça aide aussi, parce que cette fameuse arrêté-là qui demande d'être justifié, on demande, mais l'avez-vous faite? Est-ce qu'une fois ça est arrivé, puis il y a eu un débat? Est-ce qu'il y a eu une fois qu'il y a eu quelque chose à la Chambre, qui en ont discuté, qui en ont débattu? C'est-à-dire, pour une démocratie saine, on se doit de justifier, de démontrer, de débattre, et ça n'a même pas été fait. Fait que l'arrêt Oak est là justement un peu pour taper sur les doigts de ces lois qui arrivent pour s'assurer qu'il y ait, on le dit tout à l'heure, une balance entre le besoin de la loi. Oui, OK, on a besoin de protéger la population, mais on doit respecter certaines limites. Donc, cette restriction doit avoir un lien rationnel avec l'objectif. Elle ne doit être ni arbitraire, ni inéquitable, ni fondée sur des considérations irrationnelles. Tout est dit. L'atteinte minimale. La restriction ne doit pas porter atteinte au droit ou à la liberté plus qu'il n'est raisonnablement nécessaire de le faire pour atteindre l'objectif. Wow. Le gouvernement est tenu de prouver l'absence de moyens attentatoires d'atteindre l'objectif de façon réelle et substantielle. Qu'est-ce que je l'aime, celle-là? Et à ça, je répondrais, et le modèle suédois? Oui. Donc. Ils n'ont rien fait, eux. Ils n'ont pas emmerdé le peuple, ils n'ont pas inondé le peuple de consignes, de lois, pas de port de masque obligatoire. Puis, ils s'en sont sortis, ma foi. Si je regarde les derniers chiffres, mieux que nous, amplement. Donc, est-ce que le gouvernement est tenu de prouver l'absence de moyens moins attentatoires? Oui. D'atteindre l'objectif. Tu aurais pu utiliser d'autres façons et pour atteindre l'objectif. Et c'est ça, l'atteinte minimale. La restriction doit porter atteinte le moins possible au droit ou à la liberté en cause, précité dans l'arrêt Oak. Cependant, il suffit que ces moyens fassent partie d'une série de solutions raisonnables. On parle encore de raisonnabilité. C'est pour ça que le gouvernement a aussi essayé de démontrer pendant ces 2 ans-là que c'était raisonnable leur solution en appliquant tout de manière générale, en se comparant avec les pays qui avaient des mesures pires. Donc, ceux qui avaient des mesures pires, c'est sûr que nos solutions avaient de l'air raisonnables.
Par contre, il y a le deuxième point aussi, là, qu'ils sont obligés de respecter. Quand vient le moment de déterminer si la solution de rechange est moins efficace, le gouvernement peut démontrer qu'il n'existe aucun autre moyen attentatoire d'atteindre l'objectif de façon réelle et substantielle. Donc, ce que tu disais tantôt, Carole, c'était pas de l'interprétation de ce qui est dit, c'est vraiment Écrit. c'est eux qui le mentionnent. Donc, le gouvernement, bon, il peut déterminer, démontrer, sauf que s'il ne démontre pas, c'est là qu'on rentre dans nous autres. Si on le démontre de notre côté, puis le gouvernement décide de ne pas le démontrer, c'est un peu, tu sais, devant le juge, c'est qui a raison? C'est sûrement celui qui apporte des preuves de ce qu'il avance. Puis la disposition doit être raisonnablement adaptée à ses objectifs. Raisonnablement, moi, ça me fait penser ce qu'on vient de lire sur les moyens attentatoires d'atteindre l'objectif de façon, il doit avoir une solution de rechange. Ça me fait penser un peu à l'hydroxychloroquine, qui était clairement démontrée comme une solution de rechange. Et s'il y avait été admis que la chloroquine était bien, mais ça n'aurait pas permis l'injection de cette fabrication d'un médicament fait à la sauvette par-dessus les règles sans respecter. C'est là-dessus qu'en vient le moment de déterminer si la solution de rechange est moins efficace. C'est pour ça qu'il a fallu tasser la solution de rechange pour être sûr que, on n'a pas le choix. On n'a que cette solution-là à vous proposer. Et ça doit être Exactement. justifié et démontrable surtout. Et 2 ans plus tard, on démontre maintenant que l'hydroxychloroquine était loin d'être ce qu'ils ont prétendu que c'était pour la tasser. Et c'est 2 ans plus tard qu'on le savait, mais c'est maintenant dit. Donc ça, c'en est un bon exemple pour quand on parle de solution de rechange. La disposition doit être raisonnablement adaptée aussi à ses objectifs. La pondération finale. Il doit y avoir une proportionnalité entre les effets de la mesure qui restreignent le droit en question et l'objectif de la loi, au plan de l'intérêt supérieur du public. Donc, c'est sûr que d'un côté, certaines personnes vont dire que les restrictions ont été prises dans l'intérêt du public. De l'autre côté, il y a des gens qui disent que ça n'a pas été pris dans l'intérêt du public parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été considérées. Donc, c'est un peu ce qu'on vient de dire là, sur les solutions de rechange. Oui. Les solutions de rechange étaient diabolisées. Donc, on les prenait pas. Donc, aux yeux du public, on faisait la bonne chose. En tout cas, de certains publics qui n'avaient pas accès à ces analyses, à ces méta-analyses là aussi. Pour rester sur l'hydroxychloroquine, un bon exemple, ce qui s'est passé avec le Lancet, quand le Lancet a publié son article. Donc, beaucoup de personnes, ça a été beaucoup publicisé par les médias de masse comme étant que l'hydroxychloroquine n'était pas bonne selon le Lancet. Puis, 3 jours plus tard, il a dû enlever son article parce qu'elle n'avait pas été vérifiée, l'analyse n'était pas bonne, ça a mal été fait, il y avait des conflits d'intérêts. Le Lancet, personne n'en a parlé, par exemple, après. Là. C'est ça. Donc là, c'est resté dans la tête du monde du fait que l'hydroxychloroquine n'était pas bonne, alors qu'il y a une méta-analyse qui a analysé plus de 2000 études sur l'hydroxychloroquine et on a les résultats que sur ces 2000 études-là, il y en a très peu là, qui démontrent, en fait, qui s'approchent de ce qu'on a dit que ça démontrait. Pour le masque, on a une méta-analyse de plus de 400 études qui démontrent soit leur inefficacité ou même leur toxicité dans certains cas. Oui. Donc, c'est de là à savoir est-ce que c'est proportionnel, est-ce que c'est adapté, donc est-ce que ça venait vraiment protéger la personne compte tenu de sa santé qui pouvait être atteinte. Dans ce combat. Je trouve ça super intéressant parce que de faire ces procédures-là, ça démontre également où en est la justice au Québec. Maintenant qu'on sait tout ça, c'est hyper intéressant de voir qu'on est maintenant
en train de procéder. Si j'avais procédé à tout ça, il y a 2 ans, il me manquait des réponses, il me manquait des solutions, il me manquait des confirmations de la part des experts, de la part des analyses qui ont pu être faites. Maintenant que j'ai tout ça en main, c'est là que c'est intéressant de procéder devant l'honorable juge et de démontrer que par l'arrêt Oak, il y a quelque chose à se questionner. Le dernier volet du critère de l'arrêt Oak permet au tribunal d'élargir l'évaluation pour déterminer, je voulais juste l'agrandir, merci, pour déterminer si les avantages de la disposition contestée au plan de l'intérêt supérieur du public valent le coût de l'atteinte au droit. Bonne question. L'étape de la pondération tient compte de la gravité des effets préjudiciables sur les mesures législatives et sur les particuliers, ou sur des groupes. Très intéressant. Là, c'est là que c'est intéressant parce que moi, personnellement, j'ai des effets préjudiciables et qui sont quand même, qui tiennent compte de la gravité de ces effets. C'est dans ces cas-là qu'on peut sortir les études, montrer la gravité des effets qui est préjudiciable à nous, comparé à la mesure. Donc, la mesure, l'obligation de porter un masque. Donc, est-ce que l'obligation de porter un masque dès qu'on sort de chez nous est plus important que la gravité des effets préjudiciables qu'ont noté les études? Exactement. Denis Rancourt, le professeur Denis Rancourt, dès le mois de mars et le mois d'avril, immédiatement, il a sorti déjà des études qui montraient que la gravité des effets préjudiciables sur cette mesure qui est le port du masque, bien sûr, parce que mes procédures touchent en article 76 au port du masque. Vous l'avez compris, puisque c'est en lien à mon constat d'infraction. La pondération est axée sur l'effet pratique de la loi. L'évaluateur pourra se poser les questions suivantes. Quel effet bénéfique la mesure aura-t-elle sur le plan du collectif recherché, du bien collectif recherché? Quelle est l'importance de la restriction du droit? La restriction est-elle justifiée lorsque les avantages qu'elle procure sont mis en balance avec la mesure dans laquelle elle limite le droit en question? Donc, c'est un peu ça qu'on expliquait. Est-ce que c'est proportionnel? Est-ce que la mesure est proportionnelle à l'effet? Est-ce qu'elle atteint l'objectif recherché? Est-ce que c'est toutes des choses qu'on demande au juge d'évaluer pour pouvoir décréter que la loi, dans le fond, la mesure est inconstitutionnelle et que toutes les sanctions qui ont été prises par rapport à cette loi n'auraient pas dû être engagées. Très bien, très bon résumé. Toujours aussi clair, toujours facile à comprendre. Alexandre, merci pour ce petit tour d'horizon. En fait, c'est la prochaine procédure qui va être présentée parce que je le sais qu'on les vit pas mal tous ensemble. Je vis les tiennes, tu vis les miennes. Donc, on va faire un peu le tour. Prochaine procédure, c'est effectivement cet article, ce recours en pourvoi et contrôle judiciaire. C'est mon contrôle judiciaire que j'ai mis s'inédier pour pouvoir procéder à l'article 76. C'est peut-être un peu mélangeant pour ceux qui me suivent, puis c'est normal que vous soyez mélangés. Donc, je suis à la Cour du Québec, c'est hyper important. Je reviens à la Cour du Québec et je suis en chambre civile, à la chambre civile, puisque c'est l'article. Non, je suis en chambre pénale de la Cour du Québec. Oui, c'est ça, en chambre pénale. C'est à Drummondville le 5 décembre que nous serons entendus. Donc, le 5 décembre, tu vas parler de ton recours 76, donc exactement de ce qu'on vient de parler. Oui, le 5 décembre, c'est exactement, c'est cet article que j'ai rédigé au printemps. C'est parce qu'il y a eu énormément de procédures entre le dépôt de l'article 76
Le Mhm. procureur général a dû produire une requête en rejet sommaire. Donc, ça, j'ai la requête en rejet sommaire. Je vois les points. Le procureur général s'oppose à ce que nous demandions au gouvernement de se justifier et tout ça. Donc, c'est pour ça que lui remet une requête en rejet sommaire. Et nous allons procéder le 5 décembre pour en débattre justement. C'est ça, l'article 76. Fait que dans le fond, tu vas aller débattre avec le procureur général du Québec devant un juge. Donc, Oui, parce que j'ai déposé l'article 76 qui, justement, il signifie l'informe. Ouais. l'informe, puis c'est à lui, oui, effectivement, devant le procureur général du Québec. Comme un passage obligé, finalement. C'est C'est la un peu ça. même chose pour moi, mon recours et le recours à l'article 76 que j'ai déposé. Il y a eu beaucoup de choses. À chaque fois, on se remet en question. Aïe, c'est tellement. Moi, j'ai rêvé tout l'été d'avoir des journées de vacances, tu sais, puis je le savais très bien que c'était pas possible. C'est des sacrifices, c'est des décisions. Il faut que tu le saches qu'il y a de l'engagement, puis que cet engagement-là, c'est du long terme. C'est pas du tout un sprint, c'est beaucoup plus un marathon. Alors, je m'y remets, là, vous allez pouvoir suivre. Je vais faire des petites capsules aussi pour pouvoir suivre un peu les démarches qu'il faut faire pour en arriver à ce fameux 5 décembre 2023 à Drummondville. C'est le recours. Pourquoi ça a été si long? Ben, c'est comme je l'ai dit, c'est parce que ce recours a été rejeté par le procureur. Donc, moi, je l'ai emmené à la Cour supérieure immédiatement. J'ai dit non, on niaisera pas avec ça, l'article 76. En tout cas, fait que finalement, on l'essaye. Je vais le faire, bien sûr, comme si c'était le pourvoi, puisqu'ils veulent que je sois entendue à la Cour du Québec. C'est ce que je ferai avec un grand plaisir. Alors, merci à ceux qui vont partager, encore une fois, je le répète, merci à ceux qui nous supportent, merci à ceux qui font aussi leur démarche, peu importe la démarche. Je vais juste rajouter ici, en fin d'émission, en fin de petite capsule d'information, une dernière fois les dates. Donc, on a le 24 à Montréal, le 18-19 décembre, c'est Saint-Jérôme. Le 12 janvier, pour le prix d'un, c'est à Montréal, les procédures de Denis. Et le 24 janvier, à Québec. Ça n'en fait beaucoup. Vous n'êtes pas obligé d'être partout, c'est sûr. Mais si vous êtes dans le coin, ça nous fait plaisir de vous dire quand sont nos prochaines procédures pour que si vous avez le goût de venir, bien sûr, nous encourager. Et aussi, vous êtes par-dessus les démarches, quand on dit démarches, procédures, temps, journée de travail, les progrès, le gaz, le déplacement, les photocopies, ça demande énormément d'argent. Et je suis contente parce que plusieurs personnes me le demandent, comment qu'on peut vous aider, Alex? Comment qu'on peut vous supporter quand c'est pas physiquement? Comment, s'il y en a qui veulent faire un petit don pour vous aider, comment qu'on peut y aller? Pour notre part, on a ouvert un GoFundMe pour Bonne idée. pouvoir éponger des procédures. Puis, parce que le dépôt de procédure à la Cour, là, ça coûte énormément cher. Oui, le dépôt des procédures, comme tu disais aussi, le papier, le gaz, le temps qu'on y met pour y aller, c'est des journées de travail qui sont manquées. Je veux pas me mettre à facturer un salaire pour ça. C'est que en ce moment, je dépense, oui, énormément d'argent là-dedans. Puis, on essaie de faire ça beaucoup pour la population, pour le peuple québécois, Bien pour sûr. que justice puisse être rendue. On le fait pas juste pour notre petit ticket, là. Ça vaut pas la Non, peine. c'est Ça fait ça. longtemps qu'on a dépensé le montant du ticket Ben oui, 2, puis 3, puis 4 fois, là. Fait que, entendez-nous bien, on fait pas ça pour notre propre petite personne ou pour notre propre petit ticket. Mais comme je le sais, des Simone, les Lucie, Normand et Serge et tous les autres, ils disent, moi, je peux pas le faire, j'ai pas les compétences, mais j'aimerais tellement ça, vous aider à aller jusqu'au bout de vos procédures. Fait qu'il y a effectivement excellente idée, le GoFundMe pour vous pouvoir vous aider. Même si c'est un petit montant,
pense à l'aide, s'ils se sentent appuyés, on se sent un peu tout seul là-dedans. Fait que merci, c'est une excellente idée. Donc, l'adresse qui est ici, c'est un moyen de vous rejoindre. On peut rejoindre Alexandre Galarno directement, parlez-lui, félicitez-le, envoyez-lui des encouragements. Et pour ceux qui me le demandaient, comment qu'on fait pour participer au niveau des contributions, parce que ça vous fait plaisir, bien, vous avez le lien pour le GoFundMe juste ici en bas de l'écran et je le mettrai aussi dans le descriptif de cette petite capsule lorsqu'elle se retrouvera sur les réseaux sociaux. Il vous restera qu'à partager les bonnes nouvelles, à partager les gens qui sont plus dans l'ombre, mais qui font des procédures méga importantes. Et c'est certain qu'on ne va pas lâcher. Il faut continuer pour démontrer, pour valider toute cette absence de justice. C'est ce qu'on verra à la fin de ce parcours. Fait que je pense qu'on a fait le tour, Alex. Il me reste juste à te féliciter encore une fois et te supporter, t'appuyer comme je le fais du mieux que je peux à tous les jours. Et c'est un travail qu'on parcourt ensemble qui est plaisant pour moi, intéressant. J'arrête pas d'en apprendre et c'est pas fini. Faut pas lâcher. Non, en effet, c'est super important. Comme on l'a dit, je pense que ça dépasse la raison personnelle. C'est vraiment une raison publique. On pourrait dire c'est une raison de santé publique. Merci beaucoup pour ceux qui m'ont déjà encouragé, qui ont déjà fait des dons. C'est apprécié. Oui, ça nous aide beaucoup dans nos démarches. Ça nous permet d'être là, d'être présent, de continuer. Banquer le travail, mettre le gaz dans le char, c'est vraiment pas facile. Les photocopies, quand on est rendu à 2, puis à 3, puis à 4, puis à 5 copies de chacune des procédures, c'est beaucoup de frais. Bureau, en gros, doit vous aimer. Ouais. Ben oui. Ce qui est le fun aussi là-dedans, c'est qu'on se représente seul, donc on n'a pas d'avocat à payer. Souvent, c'est ça qui est cher. En plus de payer les frais, l'avocat va vous faire payer les frais que lui va avoir payé en impression. En plus du temps que lui, il passe, nous, on se représente seul. On photocopie seul, on boudine seul. Mon bureau en gros est là. Mais on est là. C'est ça. Je pense qu'on fait beaucoup de travail. C'est pas tout le temps facile de faire ça avec la job. Oh. Un gros merci encore à ceux qui ont donné, partagé. Puis si jamais vous êtes des gens qui faites des procédures, on a nommé une personne au moins. Là, je connais Valmont, je suis en contact avec lui. Si jamais vous êtes quelqu'un qui fait des procédures, j'aimerais ça que vous puissiez rentrer en contact avec moi, que je puisse le savoir parce que je connais pas tous ceux qui font des procédures au Québec. Puis c'est quelque chose que j'aimerais justement, là, que tous ceux qui veulent aller de l'avant avec ça, qui ont déjà engagé des démarches, qu'on puisse peut-être se rencontrer, se parler, juste pour pouvoir se connaître et savoir qui font ça. Excellente idée. Merci de vos appuis, merci pour vos partages, puis merci surtout de garder contact avec nous. Vos commentaires sont intéressants et je le sais que vous êtes nombreux à vous intéresser à tout ceci. Donc, c'est pas notre dernière capsule, on vous l'annonce déjà. Il va y avoir évidemment plusieurs autres petites capsules qui vont être comme ça, présentées pour vous dire où est-ce qu'on en est rendu, pour aussi vous débroussailler tout ça, parce que ces grands mots, qui sont les mots utilisés par le système judiciaire, est quand même pas accessible au commun des mortels. Encore une fois, merci Alex. Merci pour le travail que tu y mets. Merci pour le travail que tu y fais. Puis merci aussi d'être venu, de t'être prêté au jeu de la présentation de cette procédure qui est l'article 76. J'aime beaucoup le tour d'horizon sur l'arrêt Hawke que nous avons fait ensemble. Sans dire que tu n'es pas avocat, on va dire qu'on a lu les lignes de l'arrêt Hawke. Merci, Alex. Merci, bonne journée. Oui, à bientôt. Bye bye tout le monde.